Un centre hospitalier de l'Essonne a vécu un cauchemar le week-end dernier visé par une cyberattaque. Où les hackers ont exigé une rançon de 10 millions de dollars. L'hôpital a même été obligé de transférer les patients nécessitant une intervention technique vers d'autres établissements de la région Île-de-France. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que nos hôpitaux sont victimes de cyberattaques. Pour lutter contre ce phénomène, l'État a même consacré une enveloppe de 25 millions d'euros à la cybersécurité des établissements de santé. Les hôpitaux, mais un petit peu plus généralement, nos institutions sont-elles suffisamment protégées face à ces cyberattaques? C'est la question que l'on vous pose ce soir. Vous nous appelez 0826 300 300 pour en débattre, pour réagir et pour en discuter avec nous, avec nos vraies voix. Corinne Tapiro, Guilhem Carayon, Ergunto Parslan et notre invité qui est avec nous, c'est Nicolas Arpaillan. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, spécialiste de l'analyse de la cybermenace, et puis ce livre, frontières.com, c'est aux éditions de l'Observatoire. Est-ce qu'on sait quels sont les auteurs? Est-ce qu'on les a identifiés? En tout cas, on va revenir sur les autres cyberattaques, mais cette cyberattaque du système informatique de cet hôpital de l'Essonne, est-ce qu'on peut identifier ou les auteurs? Non, alors ce qu'on est en train d'analyser là, c'est le mode opératoire. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, face à l'industrialisation des modes d'attaque, on a des gens qui ne sont pas les concepteurs techniques des logiciels malveillants, mais qui vont être les exploitants en quelque sorte. Et donc ça va être important de manière à essayer de documenter, à caractériser les éléments techniques de ce logiciel de chiffrement, de manière à voir de quelle manière on va être en mesure potentiellement de corriger, éventuellement déchiffrer, et puis surtout de documenter si des investigations policières, judiciaires sont conduites. C'est important d'avoir une caractérisation des éléments techniques. Mais quant aux auteurs en tant que personne ou en tant qu'organisation, ça c'est encore une étape supplémentaire qui n'est pas encore à l'ordre du jour, puisque déjà on essaye dès à présent de valider les éléments techniques. Et ensuite viendra le temps potentiel des investigations concernant les auteurs. Alors pour qu'on comprenne bien, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Comment ça se passe une cyberattaque? Comment ces hackers arrivent donc à intégrer le système informatique et à pirater le système informatique d'un hôpital qui donc est obligé même de transférer des patients puisqu'ils ne peuvent plus contrôler certains appareils qui sont contrôlés par des ordinateurs pour notamment des interventions chirurgicales très précises. Comment ça se passe ? Alors évidemment, à chaque cyberattaque, son scénario, mais globalement, si on réfléchit en termes statistiques et sur la performance en quelque sorte, c'est-à-dire la réussite de la conduite de l'attaque, ça se fait, et vous le voyez bien au quotidien dans votre exercice personnel ou professionnel de vos activités, par exemple, par un email, vous recevez un email contenant une pièce jointe, contenant un lien sur lequel vous cliquez pensant accéder à un document légitime. Et ça suscite l'infection du système d'information. Alors, évidemment, dès lors que le système visé n'est pas isolé, il n'est pas structuré de manière à éviter une contamination à l'échelle de l'ensemble de l'organisation, évidemment, c'est toute une structure qui peut être donc une entreprise, une administration, une collectivité ou un centre hospitalier qui peut ainsi se trouver paralysé. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une asymétrie. C'est relativement facile de susciter des contaminations d'organisations qui manient des centaines, milliers de mails chaque jour, qui reçoivent des dossiers numérisés, qui interagissent avec des patients, avec des centres de soins, avec des laboratoires d'analyse médicale ou avec l'agence régionale de santé. On a les moyens de mettre fin à ce piratage ou vraiment la menace de la rançon est prise au sérieux ? Alors, la rançon n'est pas prise en considération dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que déjà, l'hôpital public respecte la doctrine de l'État français qui est de ne pas payer les rançons, par principe, de manière à ne pas encourager une économie criminelle. Deuxièmement, c'est au-delà de cette dispense d'encouragement, c'est également parce que ça ne garantit absolument pas que celui qui vous a piraté va vous fournir les clés permettant de récupérer l'intégrité des systèmes qui ont été infectés. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de rançon. Et puis d'ailleurs, hélas, souvent nos institutions publiques, que ce soit les hôpitaux notamment, ne disposeraient même pas de ces sommes-là s'il fallait les mobiliser dans des délais très courts pour assurer le paiement de cette rançon. Donc on évacue assez vite
la question de la rançon. Maintenant, il y a la phase d'audit, comprendre ce qui a été infecté, ensuite sanctuariser de manière à éviter des surinfections, des contaminations un peu de manière virale, et ensuite voir quelles sont les informations qui vont pouvoir être récupérées, soit à partir de sauvegardes préalables, soit éventuellement à l'occasion d'échanges qui ont eu lieu dans les jours, semaines précédentes avec d'autres institutions et qui donc permettent de reconstituer, par exemple, le dossier médical des patients, mais aussi bien potentiellement la comptabilité ou d'autres éléments administratifs de cette structure médicale. Voilà, pour les explications de Nicolas Harpaguian, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro. Vous restez avec nous, évidemment. Je vais faire réagir les vraies voix. Guillaume Carayon, ça vous inquiète? C'est cette multiplication des cyberattaques. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce sont des hôpitaux qui, en ce moment, sont essentiellement visés. Oui, c'est des hôpitaux. On a un organisme en France qui a été créé il y a une quinzaine d'années qui permet de lutter contre les cyberattaques. Ça s'appelle l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ils ont un budget de 100 millions d'euros. Et dans ce type d'exemple concret, là, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, où on voit des patients qui sont obligés d'être amenés vers d'autres services hospitaliers qui sont transférés vers d'autres services hospitaliers, ce qui est extrêmement grave quand même et très inquiétant. On se rend compte quand même qu'on est vulnérable, qu'on est extrêmement fragile. Et donc, il faut accorder des moyens suffisants à ce type d'agence, donc à l'État, qui est chargé d'organiser la lutte contre les cyberattaques, et d'avoir une vraie stratégie contre les cyberattaques. Moi, je crois qu'on n'a pas de stratégie numérique aujourd'hui pour lutter contre. Je crois que les moyens ne sont pas suffisants. Je lisais dans la presse qu'il fallait 5 à 10% du budget informatique d'un hôpital pour lutter contre ces cyberattaques. Et aujourd'hui, on est très loin du compte. Puis, il y a un deuxième sujet. Au-delà de l'hôpital public, au-delà des administrations publiques, c'est les entreprises privées, c'est les PME. Il y a une PME sur 5 qui a été cyberattaquée l'année dernière, en 2021. Sauf que les PME, elles n'ont pas l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information pour les protéger. Elles ne sont pas protégées, elles sont démunies, elles ne peuvent rien faire. Et d'ailleurs, elles ont tendance à ne pas se signaler à chaque fois cyberattaquées, parce que ça nuit à votre réputation. Quand vous êtes une PME, vous n'avez pas intérêt à dire que vous avez été cyberattaqué, sinon vos clients, les usagers, ils vont avoir peur. Donc c'est ça, je crois, le vrai sujet. Et pour ça, il faut avoir une vraie politique industrielle où on soutient massivement ces entreprises, privées comme publiques, contre les cyberattaques, parce que ça peut être un vrai sujet qui se pose et c'est une question de moyens. Ouais. Ergun Toparslan. Il y a eu des grands groupes qui ont subi malheureusement ce genre d'attaque, notamment le groupe Bouygues Construction, je crois, qui avait subi ça il y a quelques années. La réalité, c'est que dans le monde numérisé dans lequel on vit et l'évolution de la technologie fait que à chaque moment, on peut être. C'est que ça va se multiplier. Ça va se multiplier et on va dire d'un côté tant mieux parce que l'innovation numérique et technologique a permis de grandes avancées. Maintenant, nous, en tant que citoyens, on doit évidemment s'armer et il faut également que notre pays soit en termes de cybersécurité et d'innovation technologique en tête de peloton, si je peux me permettre. Mais c'est une réalité aussi sur le terrain militaire, parce qu'aujourd'hui, apparemment, c'est ce qui ressortait aussi du terrain de théâtre des opérations en Ukraine, c'est qu'il y avait des attaques qui se faisaient, une guerre aussi numérique qui se fait. On sait qu'il y a une énorme guerre qui se fait aussi en termes d'information et de services secrets entre plusieurs pays. Donc, ça fait partie maintenant d'une chose indéboulonnable dans le quotidien des États et dans notre quotidien aussi, parce qu'on sait qu'il y a du dark web, il y a aussi un nouveau marché qui se crée aussi là-dessus. Donc, comme toute évolution, comme toute nouveauté, il y a une énorme opportunité et c'est l'action humaine qui fera en sorte que ça soit quelque chose de positif. Une police numérique, par exemple, c'est faisable ça, une police numérique? On a déjà des cyberpatrouilleurs, je crois. Nicolas Harpaguian, est-ce qu'on peut imaginer une police numérique? Alors, juste pour reprendre les sujets peut-être un peu dans l'ordre, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information intervient dans le cadre d'ailleurs de cet hôpital un peu comme des pompiers. Alors, c'est très bien qu'il y ait des casernes de pompiers, c'est aussi souhaitable que les maisons soient équipées pour éviter les départs de feu ou que celui-ci soit signalé et détecté dans les meilleures conditions. On ne pourra pas dépêcher les agents de l'ANSSI pour les ETI, les grands groupes, les administrations, les collectivités à chaque fois qu'il y a une cyberattaque. Donc, il va falloir bien... Donc, il faut être conscient du fait que l'État
dans le domaine de la cyber est un recruteur comme les autres. Les administrations civiles de l'État recrutent, les administrations militaires de l'État recrutent, les grandes entreprises, les fournisseurs de services et le monde criminel. Donc l'État est un acteur parmi d'autres. La seule chose, c'est que l'ANSSI a un rôle notamment normatif de réglementation qui va imposer des critères de cybersécurité à des institutions, donc va contribuer à hausser le niveau collectif parce que c'est quand même l'élément. Donc c'est important que l'ANSSI ait des moyens, certes, mais il faut surtout que le risque serait, sinon, que des entreprises considèrent qu'elles n'aient pas de temps à investir dans ce sujet, puisque le jour où un drame surviendrait, les pompiers de l'ANSSI viendraient à Bourse Délier assurer l'entretien et en tout cas la sécurité. Donc il faut quand même hausser le niveau des structures. Concernant une police, une police du numérique, vous avez eu l'amabilité de citer mon livre frontières.com. Dans le titre, tout est dit. Le problème, c'est que, la caractéristique d'une police, c'est qu'elle s'exerce sur un territoire dans un cadre juridique. Et donc, vous avez compris que, par nature, le numérique est globalisé. Presque le fait de ne pas se situer soi-même en tant qu'attaquant dans le pays de sa cible est presque un gage, pas d'impunité, mais en tout cas de protection de l'attaquant. Pourquoi ? Parce que la victime va être dépendante de l'existence de la coopération policière, judiciaire internationale pour que des investigations soient conduites. Donc, évidemment, les Américains disposent avec le FBI d'une capacité d'intervention sur un très large territoire. Pourquoi ? Parce que c'est une police fédérale et avec l'application d'un seul droit et avec un système judiciaire sur un territoire de 350 millions d'habitants. Là, dans la famille européenne, nous n'avons pas de FBI, nous avons Europol, qui est une très belle institution, mais Europol, c'est un lieu de coordination. C'est-à-dire qu'on s'échange des informations, mais il faut que le policier allemand coopère avec le policier néerlandais, français, polonais, etc. Donc, et on a des systèmes juridiques, alors même si le droit européen est très structurant dans la production normative pour les pays de l'Union, il n'empêche qu'on n'a pas un seul droit qui s'applique de manière automatique et uniforme. Donc évidemment, on a une activité qui est criminelle qui est globalisée, qui est fluide, et on a évidemment un cadre juridique, ce qui est tout à fait souhaitable dans des pays démocratiques, il ne s'agit pas de le contester, mais qui, elle, est territorialisée et qui donc complique la tâche des actions, sachant comme vous l'avez dit... C'est pas rassurant quand même, c'est pas rassurant. On poursuit le débat dans un instant. Nos institutions sont-elles suffisamment protégées face aux cyberattaques ? 0826 300 300. Patrick sera avec nous dans quelques instants, il nous appelle de l'Ariège et je donnerai la parole à Corinne Tapiro qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. A tout de suite pour les vraies voix sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio pour la suite des vraies voix avec Corinne Tapiro, Guilhem Carayon, Ergun Toparslan. Notre premier débat, nos institutions sont-elles suffisamment protégées face aux cyberattaques ? C'est la question que l'on vous pose suite à cette cyberattaque de cet hôpital, hôpital de l'Essonne. Voilà, une rançon de 10 millions de dollars a été demandée. On poursuit le débat avec vous au 0826 300 300. Vous votez évidemment sur les réseaux sociaux. Un spécialiste est avec nous en la personne de Nicolas Arpaguian, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, spécialiste de l'analyse de la cybermenace et puis auteur de ce livre, on en parlait tout à l'heure, frontières.com, c'est aux éditions de l'Observatoire. Avant de donner la parole à Corinne Tapiro, j'aimerais qu'on accueille Patrick au 0826 300 300 qui nous appelle de l'Ariège. Bienvenue, bonsoir Patrick. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, ça va bien Patrick, c'est la fin des vacances? Ça va très bien, non, mais c'est pas la fin des vacances. Moi, je suis à la retraite, donc. Ah bon, ça veut dire quoi? C'est les vacances tous les jours. Je suis même pas à Cerbère, je suis même pas en Ariège, je suis à Cerbère. Je remonte juste de la plage pour discuter avec vous. Voilà, c'est un plaisir. Alors, on vous écoute, Patrick. Écoutez, tout d'abord, je voudrais vous dire que, propos un peu liminaire, mes propos risquent de vous paraître décalés vu mon âge. C'est-à-dire j'ai 66 ans, donc moi je ne suis pas né avec un ordinateur à côté de moi. Ouais. Voilà. Et heureusement d'ailleurs, je pense. Voilà. Ceci dit, je pense que nous sommes lancés, nous avons créé quelque part un monstre qui nous dépasse, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Toute proportion gardée, je ne peux pas vous parler de l'énergie atomique, mais enfin bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Je reprends les propos de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et une fois plus, je dirais que la situation le montre bien, parce que nous courons après... la créativité humaine n'a pas de limite. Nous pourrons trouver des parades à ces hackers, à ces attaques, mais eux-mêmes vont trouver de toute façon une contre-parade, etc. On est lancé dans quelque chose sans fin. C'est-à-dire qu'on va poursuivre un but
on ne le vise pas. C'est-à-dire qu'on poursuit un but et le but, il avance en même temps que nous le poursuivons. Voilà. Je crains que nous soyons lancés là-dedans dans quelque chose qui nous Alors c'est intéressant ce que vous dites, tiens, Corinne Tapireau, et j'aimerais avoir l'avis de Nicolas Harpaguin, notre spécialiste. C'est vrai que ces hackers, si on va, je m'y connais pas trop, mais si on va trouver les parades pour lutter contre ces cyberattaques, j'imagine que eux, en retour, vont trouver la parade pour lutter contre notre parade. C'est certain. Un jeu sans fin. C'est certain. Eux, c'est une gymnastique intellectuelle qui appartient à la cybercriminalité, d'accord, mais pour eux, c'est un challenge d'arriver à casser tous ces accès. Maintenant, on peut se poser plusieurs questions, parce que là, on a parlé du diagnostic. Moi, je me pose la question de la prévention, comment on est préparé à ces cyberattaques, tout comme on le fait pour une alerte incendie. Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer, alors avec le temps, je pense qu'on arrivera vers des procédés comme cela, d'avoir un système relais, c'est-à-dire un système qui soit indépendant du précédent, qui permette de prendre le relais, parce que on n'a pas parlé des conséquences qui sont gravissimes, parce que là, on a touché à des hôpitaux, mais il y a des zones hautement sensibles en France, que si on s'amuse à faire des cyberattaques, j'ose même pas imaginer sur une centrale nucléaire, par exemple, c'est quand même dramatique, les conséquences. Et là, sur les conséquences médicales, sur toutes ces personnes, c'est assez étonnant, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts plus graves. Le transport des personnes d'un hôpital à l'autre, il faut déjà pouvoir l'assurer. Il faut déjà être en capacité d'avoir les mêmes plateaux techniques partout. Il y a une vraie difficulté. Alors moi, j'avais vu cette histoire dans un film, j'avais trouvé ça grotesque. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Même les ascenseurs, ils sont contrôlés par l'ordinateur. Et en fait, oui. Et ce n'est qu'un super hacker qui a pu casser l'accès du hacker au système de l'hôpital. Mais je trouve que les conséquences sont presque plus inquiétantes que le diagnostic. Et on n'en parle pas assez. C'est quand même sacrément cruel, quand même. C'est vrai. Nicolas Harpaguin, alors on va répondre aux différentes questions de Corinne Tapireau. Très vite, est-ce qu'on est assez préparé Alors, on est préparé dès lors qu'on se prépare. C'est-à-dire que, évidemment, non mais c'est une évidence, mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la nature de la menace, on la connaît. La seule chose, c'est que ça suppose des investissements techniques, humains, et effectivement avec des tests, c'est-à-dire vérifier que l'ensemble des systèmes de secours fonctionnent, que les sauvegardes existent. Simplement, ce sont des investissements qui, tant que tout va bien, sont considérés comme des dépenses. Et ces dépenses peuvent être considérées comme onéreuses dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires, en tout cas elles ne sont pas activées. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des pays, et que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, que ce soit même en Chine, en Europe, en France, on a fait en sorte que la réglementation impose des modes opératoires de protection, des dispositifs de sauvegarde, des éléments particuliers. Pourquoi ? Parce que, évidemment, dans une stricte gestion du quotidien, on serait tenté de reporter, voire de négliger ce type d'investissement, que ce soit pour la protection des données personnelles avec le règlement général sur la protection des données, on a peut-être entendu parler, qui est celui qui vous incite à cliquer sur les données que vous souhaitez transférer quand vous naviguez sur Internet. Bon, en fait, l'Europe a mis un prix sur les personnes qui ont perdu ou se sont fait voler des données personnelles. Et ce système de sanctions, alors c'est pas très, évidemment en termes de pédagogie, ça peut être vu comme un peu limité, mais la peur du gendarme ou la peur de la sanction suscite la mobilisation d'investissement pour protéger ces données personnelles. La seule chose, c'est qu'une technologie, on évoquait votre invité, votre auditeur, s'interroger sur les fonctionnalités. Une technologie est agnostique, elle n'est pas bonne ou mauvaise par essence. Elle est effectivement parce que les humains, les femmes, les hommes en font. On peut souhaiter que les usages bénéfiques dépassent les usages problématiques ou malveillants. La seule chose, c'est que la sécurité ne peut fonctionner que si elle est intégrée nativement dans les innovations et les créations qu'on envisage. Juste, il nous reste 30 petites secondes. Vous avez été cyberattaqué, non. Vous avez été piraté, vous, par exemple, Guillaume Carillon, ça vous est arrivé non, ou pas? Non, mais on reçoit chaque jour, enfin pas chaque jour, mais souvent, régulièrement des messages et si on clique sur le lien, on se fait cyberattaquer. Donc c'est extrêmement important de faire attention. Et souvent, on voit pas forcément la différence avec un message normal. C'est vrai, c'est très bien fait. Très c'est vrai. Et ils prennent souvent le logo, par exemple, de l'assurance maladie. Il suffit de regarder les fautes d'orthographe, ça calme tout de suite et on comprend. Parce que c'est souvent bruit de faute. Vous êtes déjà fait pirater, vous, Corinne? Oui, une fois. Et puis là, je reçois des messages d'un gendarme, enfin de toute une brigade de gendarmerie. Et ils font moins de fautes d'ailleurs maintenant parce qu'ils ont compris que du coup, les gens se méfient. Il y a des faux livraisons de colis en ce moment là. Alors ça c'est vrai. Votre colis est bien arrivé. Ça c'est vrai. Pour sauver des SMS, attention, c'est faux. Mais juste une chose là, à l'hôpital, c'est intéressant parce que l'auteur de
cyberattaque à l'hôpital, ils cherchent à récupérer des dossiers médicaux. Et en fait, chaque dossier médical, c'est 300 €. Ça se vend sur le Darknet à 300 €. Qu'est-ce qu'on en fait? Il le revend sur le Darknet. Mais ça sert à quoi? Il le revend à des publicités. Enfin, il y aura des publicités qui seront ciblées en fonction de votre dossier médical. Eh bien, Nicolas Faguian, merci à vous, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, spécialiste de l'analyse de la cybermenace. Et puis ce livre, Frontières.com, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous et merci à Patrick de l'Ariège d'avoir débattu avec nous. On joue tout de suite.